je suis conseiller stratégique pour la pédagogie au ministère, à la DGCIP. Alors mon domaine, mon vrai métier, en fait, il est indiqué en dessous, hein, je suis professeur à l'université Claude Bernard Lyon 1, puisque je suis toujours enseignant-chercheur à Lyon 1, et je ne suis pas issu, d'ailleurs, comme vous pourriez peut-être l'imaginer, des sciences de l'éducation, je ne suis pas spécialisé en pédagogie, je suis biologiste moléculaire, biochimiste même exactement, pour ceux qui connaîtraient, il y a un vieux jeu sérieux d'ailleurs qui s'appelle Foldit en biochimie, peut-être Julien Alvarez en parlera, bon, c'est pas très évolué, mais enfin c'est un jeu qui est intéressant d'ailleurs parce qu'il permet de faire évoluer aussi la recherche, puisque les chercheurs peuvent... c'est une histoire de repliement de protéines, et en fait, si vous trouvez des solutions intéressantes pour le repliement de protéines, ça peut alimenter les chercheurs derrière. J'ai à peu près dit tout ce que je savais en jeu sérieux, ou pas loin, puisque mon domaine, en fait, c'est précisément d'essayer d'impulser dans les établissements et d'accompagner les établissements qui vont vers la transformation pédagogique. Donc c'est un petit peu ce dont je vais vous parler et ce que pousse, en fait, le ministère. Alors, d'ailleurs, je pourrais vous interroger, je vous interroge, parce qu'en fait, c'est de la pédagogie active. Pourquoi innover? Enfin, alors, vous qui êtes dans un secteur où on innove beaucoup, finalement, pourquoi innover dans l'enseignement supérieur? Parce que ça vous fait plaisir, ok, je commence à faire les premières réponses. Oui, bien sûr. Oui. C'est bien d'ailleurs de s'en rendre compte, hein, parce que souvent, les universitaires, qui sont ceux qui ont réussi, hein, finalement, et qui auraient réussi dans les pires circonstances, et parfois peut-être on a eu des très mauvais profs, on en a eu souvent aussi des très bons, finalement on n'est pas les mieux adaptés pour dire il faut changer, puisque finalement on aurait réussi quel que soit le système. Oui. Oui, c'est quand même le cœur du métier, enfin au moins d'une des facettes du métier, en tout cas. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Bon, de toute façon, on est tout à fait dans le cœur, on pourrait en rajouter, mais on est bien sûr tout à fait dans le cœur. Alors moi, j'avais noté quelques petites idées. Alors peut-être vous n'avez pas tout dit, bien sûr. Mais enfin, il y a quand même des choses qui tournent autour de ça. Hein. Bon, de toute façon, c'est donner du sens aux apprentissages, hein, pour les faire réussir et favoriser des apprentissages qu'on espère durables et pas simplement limités à la bonne note à l'examen. Bah, préparer les étudiants au monde professionnel, hein, on regardait tout à l'heure à deux un jeu sérieux sur le bloc opératoire, et effectivement, on espère que dans le bloc opératoire, les médecins, les infirmiers et tous les personnels qui interviennent seront mieux formés, et amener les étudiants à être autonomes, et puis au travers des jeux d'ailleurs, les amener à collaborer aussi. Et puis bon, voilà, enrichir après tout le rôle d'enseignant-chercheur, et puis j'allais dire aussi, pourquoi pas innover, puisque de toute façon, c'est au cœur des universités, et puis voilà, j'aime bien ce schéma, innover, pourquoi pas, hein, il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien, que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas, donc voilà, innovons dans le supérieur. Alors pour revenir à une définition, hein, finalement, qu'est-ce que c'est l'innovation? C'est une vieille, non, elle a 15 ans, hein, de l'INRP, l'Institut national de la recherche pédagogique. L'innovation donc résulte d'une intention et met en œuvre une ou des actions visant à changer ou modifier quelque chose, et à partir d'un diagnostic d'insuffisance, d'inadaptation, d'insatisfaction. Et là, je pense que c'est très clair quand même dans le supérieur qu'on a un sentiment, effectivement, face à la réussite des étudiants, qui est celle que vous savez, on a vraiment un besoin absolument de changer, et parce que les publics changent, j'en dirais deux mots. Voilà, pour vous remettre quelques chiffres, hein, 27-28% selon les années de réussite en première année de licence. Enfin, pardon, sur la licence en 3 ans, excusez-moi, sur la licence en 3 ans, et vous voyez, bon, c'est un petit peu variable selon les domaines, bien sûr, et là, je ne parle que de la licence, mais quand on regarde d'autres secteurs, et quand on regarde même les études de médecine, par exemple, où effectivement, au-delà de la première année, on se dit tout le monde réussit, oui, mais est-ce que tout le monde a acquis les compétences, hein? Je connais un certain nombre de collègues, parfois très proches, qui enseignent en médecine ou en pharmacie. Ce n'est pas parce que le taux de réussite devient extrêmement élevé
que forcément les compétences sont vraiment acquises, et je pense que l'utilisation des jeux sérieux sera vraiment au cœur de cette notion de compétences. Et puis vous disiez les publics évoluent. Alors je ne vais pas vous faire un long exposé sur le concept des générations, même si c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai mis juste quelques éléments, donc je n'ai pas traduit par paresse peut-être, sur le concept de génération Z. Et ça, c'est une étude qui date de 2011, donc de la société AVG, qui est une société qui fabrique des antivirus. Et voilà, on sait par exemple que voilà, 70%, on va dire, des 2-5 ans, hein, peuvent utiliser une souris, mais seulement 11% la surchaussure, voilà, toute la suite, hein, 63% savent comment allumer, éteindre un ordinateur, 58% jouent sur un ordinateur mais ne peuvent pas nager ou faire du vélo, etc., etc. Donc effectivement, ils sont beaucoup plus technophiles que nous ne l'étions. Alors en fait, ce concept, hein, rapidement pour aller sur cette histoire de concept de génération, bon, il est beaucoup remis en cause, puisqu'en fait finalement nous évoluons tous dans un milieu où effectivement, même si nous ne sommes pas nés avec un ordinateur, nous savons faire ça de plus en plus vite, et en fait on parle plus de culture Z que de génération vraiment Z, et on est extrêmement adaptatif, hein, c'est des questions de neuroplasticité, de plasticité cérébrale, hein, là aussi donc, pour mon côté biologiste, je pourrais vous parler un petit peu en détail, mais voilà, je dresse un petit peu finalement le portrait de du contexte dans lequel on est. Il n'empêche qu'au-delà de l'aspect technophile, il est vrai que nos étudiants sont un petit peu quand même comme ça, hein, pour commencer, tu écoutes et tu prends note. Oui, mais j'écoute qui? Le prof. Ah ouais, ok. Ça ne devient plus aussi évident pour nos étudiants qu'il faut aller écouter le prof. Et finalement, bon, je vous montrerai un petit peu plus tard un schéma, effectivement, montrant que y a énormément de bonnes ressources partout sur Internet. Et pourquoi pas finalement aller les chercher, enfin, si tant est qu'elles soient effectivement bonnes. Mais en tout cas, le contexte, il a évolué. Ça n'est pas uniquement la question du technophile. Voilà, il y a là moins la référence au professeur. Il y a écrit là-haut, je crois, j'ai oublié la devise, mais qui est complètement à droite. Je ne sais plus si quelqu'un peut la lire. Ils nous transmettent ce que les dieux leur... Non, je ne sais plus si quelqu'un peut la lire, mais ça m'avait fait penser. Je ne sais pas si... Ah, complètement à droite. Celle qui est complètement à droite à la fin, j'ai oublié. Voilà, c'est le prof, ils tiennent des dieux les principes qu'ils nous ont transmis. Bon, ça c'est plus tout à fait vrai, hein, mais finalement, je devrais la coller ici sur cette image-là. Non, c'est plus tout à fait ça. Et donc, par contre, pour le nouveau rôle de l'enseignant, je voulais vous l'illustrer sur quelque chose, sur comment on doit accompagner la connaissance, et notamment la connaissance scientifique. On est vraiment dans une société en proie à une fracture scientifique. Alors, je pourrais vous montrer plein d'exemples. On parle beaucoup de fake news, mais alors moi, il y a une étude que j'aime bien. J'ai caché pour l'instant la moitié droite de l'étude. C'est une étude qui a été faite, vous voyez, en 2015 à l'université de Yale, donc c'est tout à fait sérieux. On a demandé donc à un panel, je crois qu'il y avait 10 000 Américains, et comment s'ils étaient en accord avec la phrase qui est indiquée ici, c'est-à-dire il y a une forte probabilité pour que le réchauffement climatique actuel soit principalement dû au fait de brûler des énergies fossiles. Donc la phrase est quand même assez prudente, hein, parce qu'il y a une forte probabilité pour que ce soit principalement, etc. Et les résultats sont présentés en fonction de ce qui est marqué donc Ordinary Science Intelligence, hein, et plus on est ici, plus on est en fait éduqué et normalement capable de comprendre des données scientifiques. Donc vous voyez que plus on a cette réceptivité a priori à des données scientifiques, plus on croit que cette phrase est vraie. Donc ça c'est sur la population générale. Et puis sur la partie droite du schéma que je vais dévoiler, ceci a été fait en fonction de l'opinion politique, donc démocrate ou républicain. Et vous voyez, le schéma ne vous montre pas que les républicains sont plus bêtes que les autres, il vous montre qu'on est beaucoup plus soumis à notre environnement de pensée, notre système de pensée, que finalement à son intelligence directe. Et donc le milieu dans lequel on évolue, vous voyez que les républicains, plus ils sont éduqués, plus ils pensent que cette phrase est fausse, alors que vous voyez qu'il y a une prééminence de la société, de son environnement. Et donc face à ça, bien sûr, l'enseignant doit être un accompagnateur de savoir et donner un sens critique aux étudiants, essayer de donner un sens critique aux étudiants, lui prendre du recul sur l'information. Donc voilà un nouveau rôle de l'enseignant
dans cette population qui change. Alors je vous disais que finalement sur Internet, où nos étudiants passent beaucoup de temps, mais nous aussi, hein, on peut trouver plein d'excellentes ressources. Voilà ce qui se passe en 1 minute sur Internet. Hein, vous voyez, il y a 3,5 millions, si je suis du côté de 11 heures à peu près, là, 3,5 millions sur Google de pages vues. Il y a sur YouTube, si je suis du côté de 1 heure à peu près, 4 millions de ressources vidéo vues, hein, donc sur YouTube, etc., etc. Et parmi ces ressources, ces recherches sur Google, ces ressources sur YouTube, il y a beaucoup de choses qui sont pertinentes. On peut trouver des cours de biochimie bien meilleurs probablement que les cours que je fais. Et pourquoi les étudiants n'iraient pas finalement si ces ressources sont bien meilleures? Encore faut-il donc les accompagner à voir ce qu'est une bonne ressource, bien référencée, etc. Donc voilà un des rôles importants de l'enseignant-chercheur, de l'enseignant d'université d'une manière générale, qu'il soit enseignant-chercheur ou autre statut. Alors quelles sont les caractéristiques d'un bon professeur? Alors, il y a eu des études aussi intéressantes faites là-dessus. Tenez, si je vous demandais quelles sont les caractéristiques d'un bon prof, qu'est-ce que vous me diriez? Oui, enfin, ceci dit, on peut faire de l'enseignement à distance et être présent aussi. Oui, ok. Ah oui, mais alors ça, c'est intéresser, c'est vaste, parce que chacun a ses aspirations. Le prof que vous trouverez intéressant, celui d'à côté peut-être ne le trouvera pas intéressant. Oui, ça c'est vrai. Certains n'essayent pas forcément toujours. Oui. Oui, c'est-à-dire que peut-être l'enseignant pense un peu moins à sa prestation et un peu plus à l'étudiant. Enfin, voilà, c'est ça, ce qu'on appelle la centration sur l'étudiant un peu. Ouais. Être capable de mettre à disposition les connaissances, donc faire la médiation entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, et faire le compte, faire le passage. Oui, oui. Et puis s'adapter à son public aussi, hein, parce que faire un séminaire de recherche, ça n'est pas faire un cours de première année. En passé, ça a 1500 étudiants dans l'amphi. Oui. Oui. J'avais envie d'aller plus loin, mais je vais éviter de répondre à votre phrase. Il n'y a pas de synergie un petit peu sur l'enseignement, avoir une gradation dans les savoirs. Voilà, oui, aussi, oui. Et sans doute de changer et de varier les modalités d'apprentissage aussi. Enfin, je pense que ça va avec la scénarisation. Typiquement, les jeux sérieux, ça fait partie de cette variété de choses qui sont offertes maintenant, que le numérique rend possible, encore qu'il y a des jeux sérieux qui ne sont pas des jeux sérieux numériques, des jeux de plateau, enfin bon, le numérique étend les possibilités, bien sûr, mais ne remplace pas la scénarisation et l'intention pédagogique. Voilà. Ça, utiliser un outil à bon escient. Ok. Alors, en fait, qu'est-ce qu'un bon professeur? Alors, les études ont montré que, globalement, il n'y a pas le profil du bon professeur, hein, même si ce que vous avez dit, les uns et les autres, est vrai, et c'est plutôt l'enseignement qui est bon ou mauvais. Et la variabilité, et ce qui est important, justement, c'est cette variabilité de ressources, de formes d'enseignement. Mais voilà, même si un enseignant est sympathique, empathique, etc., tout ça n'en fait pas seulement un bon enseignant. Et la question est mal posée ici, c'est pas qu'est-ce qu'un bon professeur, c'est qu'est-ce qu'un bon enseignement en réalité. Voilà, donc tout ça, il y a des études là-dessus, et je me suis musclé un petit peu en sciences de l'éduc quand même. Et en fait, surtout l'enseignement, c'est ça, et là on est au cœur complètement des jeux sérieux. Pourquoi continuer à enseigner comme le modèle qui est indiqué à droite, alors que l'apprentissage, hein, c'est la différence entre l'enseignement et l'apprentissage, lui, se fait beaucoup plus, bien sûr, aussi avec le professeur, mais entre pairs. Et donc, ce qui interroge aussi sur l'organisation souvent de nos salles d'enseignement. Et voilà, les conditions de la réussite, alors je citerai simplement, justement, dans le domaine de sciences de l'éducation, simplement un nom, Roland Viau. On sait très bien que les conditions de la réussite des étudiants, c'est 3 facteurs, hein, multiplicatifs, donc si une des valeurs est à 0, vous voyez qu'à la fin, la réussite, l'intérêt va tendre vers 0. Hein. D'abord, c'est la valeur que l'étudiant accorde à cette activité. Est-ce que c'est important ou c'est juste pour avoir une bonne note? Parce que, ok, il peut avoir des stratégies d'apprentissage pour avoir une bonne note, mais on se doute que dans ce cas, la rétention ne va pas être très bonne. C'est la compétence qu'il se perçoit pour faire cette activité.
Et la troisième chose, c'est la contrôlabilité sur cette activité. Est-ce qu'il peut intervenir dedans ou si c'est simplement un exercice complètement imposé? Et bien sûr, quand on est dans le domaine de l'apprentissage par projet, des jeux sérieux, on est beaucoup plus dans un sentiment de contrôlabilité de la part des étudiants, parce que justement, il peut faire des choix. Hein, je fais ça. Alors, tant pis, c'est un mauvais choix, ok, mais j'ai à un moment pu intervenir sur la manière dont je faisais mes apprentissages. Et tout ça, hein, donc, vous voyez, si un des éléments est à 0, à la fin, les conditions de la réussite ne sont pas remplies, et bien évidemment, la réussite alimente. Hein, bien sûr, plus vous réussissez un exercice, plus vous avez le sentiment d'être compétent, que voilà, vous pouvez vous y investir un petit peu plus. Okay. Donc voilà, donc pourquoi les jeux sérieux font partie des choses qui sont intéressantes, parce qu'on agit beaucoup sur la compétence et sur la contrôlabilité. Donc parler, bien sûr, d'un enseignement qui doit être centré sur l'étudiant. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui va vers les méthodes actives, hein, et notamment les jeux sérieux, c'est vraiment ça qu'on voudrait impulser. Alors, bien sûr, plein de collègues ont pris conscience de ça, mais ce n'est pas forcément systématique, hein, quand on arrive sur un poste d'enseignant-chercheur, de dire que oui, ok, il faut sortir de l'exercice magistral et regarder quels sont les attendus de l'étudiant. Parce que sinon, on est quand même beaucoup comme ça. Hein. Il faut dire que dans nos amphis, ça se passe encore beaucoup comme ça. Hein. J'étais absent au dernier cours. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. C'est le prof qui a parlé tout le temps. Combien d'étudiants pensent ça? Dans combien de cours? Je ne voudrais mieux pas faire de sondage. Alors bien sûr, tout ça, ok, ça paraît évident, dit comme ça, face à des gens qui sont motivés pour faire de l'innovation. Mais ce n'est pas, quand on arrive sur un nouveau poste d'enseignant-chercheur, ça n'est pas si évident que ça. Et c'est pour ça que vraiment je crois beaucoup à ce qui est indiqué là. Sans formation pédagogique, finalement, c'est quoi un prof? Ok, c'est un bon élève qui a trouvé du boulot. C'est parmi les meilleurs élèves qui ont trouvé du boulot et qui ne sont pas les plus à même, effectivement, à faire changer. Donc, voyez vers quoi je veux vous emmener. Bien sûr, il faut former les enseignants du supérieur, il faut les environner, il faut les accompagner. Alors, bien sûr, il faut structurer les services d'appui à la pédagogie. Et tout ce qui peut aller derrière, hein, les services, ou à côté, derrière, c'est un sens péjoratif que je ne voulais pas donner, hein, mais à côté, hein, tous les services qui vont aider au numérique, bien sûr créer des appels à projets pour la transformation pédagogique, et surtout mettre en valeur les initiatives pour soutenir les pionniers, parce que si on ne soutient pas, si on ne valorise pas les enseignants qui s'impliquent dedans, eh ben, les pionniers finissent par s'émousser un petit peu. Et d'ailleurs, pour retenir ça, moi j'aime bien la métaphore du crayon. Hein, vous avez, quelle que soit l'innovation que vous faites, quel que soit le changement que vous faites, vous avez les pionniers, hein, ceux qui sont affûtés là, ceux qui vont s'approprier le changement, ceux qui vont initier le changement. Vous avez des leaders derrière, ok, puis l'essentiel des collègues. Hein. C'est la zone verte, hein, c'est le corps du crayon, ma foi, ils ne sont pas contre, ils ne sont pas pour, il va falloir les pousser d'un côté ou d'un autre, et puis de toute façon, rassurez-vous, vous aurez toujours les effaceurs, les grincheux, ceux qui sont contre tout, mais les étudiants, ils sont pareils, hein, vous pouvez mettre la plus belle innovation pédagogique, vous aurez toujours ceux qui ne sont pas forcément les mauvais, hein, vous aurez les effaceurs, ceux qui attendent que le prof dispense son cours et qui veulent l'apprendre, et voilà, ce n'est pas forcément d'ailleurs des mauvais, hein, c'est intéressant à regarder là-dessus. Et finalement, alors, j'ai utilisé ça il n'y a pas longtemps, je disais finalement le rôle des gouvernances, finalement, c'est d'être finalement le taille-crayon, toujours maintenir pour qu'il y ait des pionniers, etc. Puis on m'a dit, l'image, elle n'est peut-être pas forcément très bonne, parce que le taille-crayon, c'est celui-ci qui grignote et qui réduit la taille du crayon. Donc, ok. Mais il n'empêche que, retenez l'idée qu'il faut maintenir cette zone affûtée, et donc soutenir les collègues qui font ça. Et donc expliquer comment utiliser les nouveaux outils à bon escient. Et si je fais une petite incursion rapide dans le numérique, voilà, beaucoup d'établissements maintenant disent, on va créer des ressources numériques, beaucoup de ressources numériques, on met de l'argent là-dessus, on crée... Ok, oui, mais quelle scénarisation? Si c'est juste créer des capsules vidéo pour créer des capsules vidéo, ok, so what? Je ne sais pas. Et d'abord, finalement, avant de faire ça, il faut regarder s'il n'y a pas de bons supports qui existent déjà, hein, parce que sur les universités numériques thématiques, vous trouvez déjà plein de bons supports, donc inutile de recréer des choses chères et chronophages. Et d'ailleurs, particulièrement, c'est la stratégie pour les MOOC. Hein. Beaucoup d'établissements se sont dit, on va faire plein de MOOC. Ok, moi je suis tout à fait d'accord, j'en ai fait faire quand j'étais vice-président de formation de mon université. Oui, mais dans quel but? Si c'est pour nos étudiants, non, c'est très bien que c'est pas ça. Les MOOC, c'est des 35 ans, niveau déjà Bac+3, Bac+5, généralement, ok. C'est un produit publicitaire pour les
établissement, certainement. Ça peut peut-être être un produit pour la formation continue parfois. En tout cas, c'est probablement pas un produit pour les étudiants. Donc, dans quel but? Passer en classe inversée aussi, on en parle beaucoup. Oui, tout à fait d'accord, j'en fais de la classe inversée, mais surtout, quelle intégration de la classe inversée dans l'équipe pédagogique? C'est-à-dire que si vous demandez tout, faites dans un cursus, tout le monde passe en classe inversée en même temps, généralement, ça demande quand même beaucoup plus de travail à l'étudiant si ceci est bien fait. Les étudiants vont exploser en vol, hein, si vous me passez l'expression, si ça n'est pas calé hein, dans le semestre, dans l'année, pour qu'on ne demande pas une charge de travail insupportable à tel ou tel moment. Donc, importance de travailler en équipe pédagogique et comment on explique ça au niveau des étudiants. Voilà, donc on pourrait prendre plein d'exemples. Et là-dessus, eh ben, je crois que les jeux sérieux sont un bon exemple dans lequel il y a une scénarisation. Bien évidemment, c'est au cœur d'une scénarisation, c'est de la création, mais avec une scénarisation qui est évidente. Et je pense que la notion d'explication des attendus aux étudiants est assez claire. Les jeux sérieux sont quand même très axés, doivent être axés, à mon avis, quand même sur des référentiels de compétences, hein, et doivent tout à fait coller avec les référentiels de compétences qui existent dans les écoles d'ingénieurs depuis longtemps, les licences maintenant, les licences pro, ça va sortir, les études de santé, c'est évident que le référentiel de compétences, on le connaît bien. Donc voilà, finalement, utiliser des nouveaux outils à bon escient, c'est pour ça que j'ai quand même assez bon espoir sur la partie jeu sérieux, parce qu'on remplit, on coche un certain nombre de cases de manière tout à fait positive. Et j'aime bien dire que si on n'utilise pas les nouveaux outils à bon escient, pour vous donner une image comme la métaphore du crayon, c'est une image que j'emprunte à Marcel Lebrun, un collègue belge assez connu. C'est comme si voilà, vous avez un nouvel outil qui est l'aspirateur pour nettoyer les tapis, mais si vous l'utilisez à l'ancienne en battant les tapis, je ne suis pas sûr que l'efficacité va être au rendez-vous. Donc c'est ce que je voulais dire par utiliser les nouveaux outils à bon escient. Voilà, je vais passer rapidement sur cet autre exemple. Et sur le numérique, ce que nos établissements, nos gouvernances doivent vraiment maintenant prendre en compte, c'est qu'on doit avoir des plateformes pédagogiques qui sont multifonctionnelles, qui sont correctement intégrées dans les UNT, qui sont adaptées aux nouveaux usages, et derrière adaptées aux nouveaux usages, je veux dire aussi s'engager vers la voie des learning analytics, donc des traces d'apprentissage, même si je ne l'ai pas écrit explicitement là-dessus, c'est bien ce que je voulais dire aussi par là. Et tout ce qu'on développe doit être de plus en plus développé sur des tablettes. Vous voyez que les Français possèdent, c'est une donnée de l'an dernier ou d'il y a 2 ans, j'ai oublié, ils possèdent, vous voyez, pour 81%, un ordinateur, mais ils utilisent tous les jours majoritairement un smartphone. Et quel terminal est le plus souvent utilisé pour surfer? C'est le smartphone. Donc quand on développe des plateformes, quand on développe des jeux sérieux, effectivement, il faut les penser maintenant directement pour être développés sur des smartphones. Et dans nos établissements, avoir du Wi-Fi qui tient la charge. Il y a une petite allusion à ma vie d'enseignant. Il y a moins de 2 mois, j'attaquais un cours de L3 avec des boîtiers de vote. J'étais tout content, j'expliquais aux étudiants que j'allais les mettre en mouvement. Tout ça, j'avais programmé sur mon logiciel préféré tous mes trucs. Il n'y avait pas de Wi-Fi dans l'amphi. Et ok, bon, c'est pas grave, j'ai animé, j'ai fait mon numéro de claquette différemment. Ok, puis ça s'est bien passé. Non, ça s'est pas bien passé parce qu'au bout de 3 quarts d'heure, j'ai eu ce jour-là l'alarme incendie, donc c'était pas le jour. Voilà, ça arrive. Voilà, donc si on tient pas compte de tout ça, peut-être le numérique, il risque de ressembler un petit peu à ça. Voilà. Et puis, je voulais juste terminer, même si c'est pas dans ce qui... quoique, dans ce qui est dans le cœur de votre sujet aujourd'hui, ce qu'on doit faire évoluer aussi, c'est les espaces d'apprentissage dans nos établissements, pas seulement en mettant des learning labs en avant, mais penser à la salle du quotidien aussi. Là, j'ai plutôt montré des choses un peu phares. C'est la bibliothèque, c'est l'Iliade à Lille, et puis l'autre, c'est un espace qui est à l'université Lyon 3. Mais je vais vous faire rêver quand même en vous montrant des espaces où on peut à la fois travailler en petits groupes et en grands groupes. Alors j'ai pris mon exemple au Canada, c'est un amphithéâtre, mais vous voyez que c'est un amphithéâtre qui est aménagé par grandes estrades de tables à 6 places, et donc on peut à la fois mêler les temps de travail en petits groupes et puis les temps de travail en grands groupes. Il y a 120 places quand même dans cet amphi, donc il y a 20 tables de 6, et je ne vous ai pas montré même le plafond, mais l'éclairage est même fait de sorte que parfois l'éclairage est au-dessus et centré sur la table, ou des fois il est dirigé vers la chaire. Donc on peut vraiment scénariser complètement les différents temps de travail. Donc
Voilà, pour terminer, la ligne de l'innovation pédagogique, ce qu'il faut bien faire comprendre à tous nos collègues, c'est que ça ne marche pas, c'est comme en recherche, hein. Moi j'ai passé plus de temps à rater mes manips de biologie qu'à les réussir, hein. Ça ne veut pas dire que j'en ai quand même pas réussi, mais voilà, on progresse, on fait des erreurs, on change le protocole, et bien c'est exactement ça, il faut absolument pas se décourager, on commence par une bonne idée, souvent la station réussite n'est pas ouverte, et puis il y a le deuxième essai, on passe même par des échecs cuisants, les étudiants n'adhèrent pas complètement à ce qu'on fait, peut-être on l'avait mal expliqué, peu importe, on va le rescénariser, et on arrive enfin au bout de quelques temps vers le succès. C'est exactement la démarche de recherche finalement, hein. La démarche de recherche, on passe par des manips qui ratent, on change le protocole, on discute avec les collègues. Souvent en enseignement, on ne discute pas avec les collègues, l'enseignement on le fait la porte fermée, alors que dans un labo ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc finalement, adoptons la même attitude en recherche et en enseignement. Voilà, donc en résumé, pour une transformation pédagogique, il faut former les enseignants-chercheurs, les accompagner, les valoriser, varier les modalités d'apprentissage, favoriser la constitution d'équipes pédagogiques, parce que ça marche quand même beaucoup mieux en équipe comme en recherche, et disposer d'infrastructures numériques qui vont être adaptées. Et enfin, réfléchir aux locaux d'enseignement. C'est le sens de tous les appels à projets, hein, que porte la DGCIP. Hein. Ce sont tous des thèmes qu'on met en place. Et finalement, il faut que nous adoptions dans les établissements et au niveau national, hein, à côté de la stratégie de recherche, qui est souvent très claire dans les établissements, aussi une stratégie de teaching and learning. Et je pense que de plus en plus d'établissements maintenant le font, mais voilà, il y a une acculturation, comme on dit. Voilà, et donc pour terminer, effectivement, l'innovation n'est pas toujours complètement adoptée, et c'est vrai qu'on trouve parfois des réflexes du genre de ceux qui sont marqués là. Non, non, pas tout de suite, on est occupé, on innovera plus tard. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, merci à Philippe Lal pour cet exposé très instructif. Je ne sais pas si c'était instructif, illustré. En ce qui me concerne, est-ce qu'il y a... On a rapidement le temps de 2 questions, pas plus. Il faut les micros, hein, parce que sinon, c'est pas... Donc, vous êtes du ministère, si j'ai bien compris. Oui. Vous parliez des appels à projets. Justement, du Wi-Fi également. Alors, on a répondu, moi je travaille dans une bibliothèque universitaire, donc on a répondu à un appel à projet AMI, un appel à manifestation d'intérêt, trouvé sur le portail SUP numérique. Et je me rends compte qu'en fait, très souvent, on est surtout sur de la pédagogie, on nous demande en tout cas dans cet AMI-là de la pédagogie, et en fait, on n'a pas les infrastructures. Donc, on récupère de l'argent pour faire de la pédagogie, mais le Wi-Fi ne fonctionne pas. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord outiller ces choses-là, le Wi-Fi, et après passer à la phase 2 ? C'est un petit peu le problème du saupoudrage, c'est ce que je voudrais évoquer. Bien sûr, mais j'allais dire que j'espérais que la question du Wi-Fi, mais j'ai cité l'exemple de mon établissement, hein, et j'espérais que c'était résolu depuis longtemps, mais moi je le vois bien chez moi, c'est pas résolu. Mais oui, bien sûr, enfin voilà, j'ai terminé et commencé là-dessus. Il faut que les infrastructures tiennent la route, sinon on n'ira pas loin. On peut être très, je suis bien d'accord, mais il y a eu des appels d'offres quand même sur le numérique dans les années passées. Je ne vous demanderai pas de quel établissement vous êtes, donc. Oui, moi j'ai une question aussi sur la stratégie du ministère par rapport à l'accompagnement financier, parce que si on fait l'analogie avec l'industrie, en général, quand il y a une rupture importante qui s'opère dans les technologies, il faut mobiliser des capitaux extrêmement importants pour lui donner une chance de réussir. Quand vous passez de la carriole à la voiture, le truc dans le garage, ça marche pas très longtemps, et surtout pour passer à une production de masse ou en tout cas avoir des vrais outils qui permettent de déployer ces nouvelles technologies, ça demande des ressources quand même assez importantes, et je crois qu'on n'a pas cette culture de mobiliser dès le départ des sommes assez conséquentes sur des projets qui sont évidemment qu'il faut suivre, parce qu'il ne s'agit pas d'aller mettre des sommes très importantes dans des projets mal construits, mais néanmoins on est plutôt dans la fabrication, enfin c'est mon expérience qui est assez récente, mais j'ai l'impression qu'on est plutôt dans la fabrication des petits bouts de ficelle qu'on veut accrocher les uns derrière les autres,
alors qu'au départ, on aurait vraiment besoin d'une corde assez solide sur laquelle s'accrocher, sur laquelle construire des partenariats et développer ces nouveaux moyens numériques. Et donc ça, je pense que ça nécessite vraiment une réflexion de fond sur comment on finance ça en termes de sommes mobilisables. Parce que je crois qu'on n'est pas du tout dans les ordres de grandeur nécessaires, quoi. Oui, bah là, je ne suis pas ministre de l'enseignement supérieur, et encore moins du budget, parce que je crois que la réponse est plutôt là, mais bon, qu'il y ait besoin d'investir dans l'innovation et dans l'enseignement supérieur, après, je suis inconvaincu, hein, mais je ne l'ai pas dit, mais j'ai été 9 ans vice-président d'une université, donc je sais ce que sont les besoins financiers d'un établissement, d'un gros établissement. Ensuite, en tant que contribuable aussi, je sais que l'argent, il sort de ma poche, de la nôtre. Donc, ensuite, chaque établissement fait aussi ses choix. Hein. Je ne suis pas sûr que tous les choix de tous les établissements aient toujours été d'investir du côté du numérique. Maintenant, il paraît évident que ça doit être fait. Mais effectivement, certains ont pris du retard. Ça, je suis assez d'accord là-dessus pour les établissements que je connais. Non, je ne suis pas ministre du budget et nous ne sommes pas... on a... Pour des managements d'université qui ne sont pas forcément toujours très convaincus, l'action incitative et organisatrice, coordinatrice du ministère me paraît vraiment très importante. Je crois qu'elle ne peut avoir de bras de levier qu'avec des moyens financiers importants. Mais là, il y a quand même une grosse évolution. Les établissements sont autonomes quand même. Hein. Je pense qu'ils le réclament, enfin ils le rappellent, ils le réclament, sans doute à juste titre. À partir de là, le ministère n'a pas à s'impliquer dans leur politique propre. Il n'empêche que les appels à projets pour la pédagogie, il y a quelques années, ça n'existait pas. On n'en parlait pas. Donc mon poste d'être conseiller stratégique pour la pédagogie, il ne date pas d'il y a très longtemps. J'ai eu un prédécesseur qui est resté 1 an. Voilà, donc finalement, ça fait 2 ans et demi qu'il y a un conseiller stratégique pour la pédagogie au ministère. Les appels à manifestation d'intérêt et transformation pédagogique, on en est à 3e édition en ce moment. Là, la MI 2018, c'est le 3e. Donc là, il y a quand même une impulsion du ministère. Les nouveaux, enfin même nouveaux cursus universitaires, ces appels du PIA sont venus quand même très... Bon, il y avait eu les IDEFI, ok, avant, mais voilà, l'investissement sur la pédagogie, au niveau du ministère, cette impulsion, oui, elle date d'il y a 3 ans, 4 ans, on va dire 4 ans. Maintenant, il faut que ce soit relayé dans les établissements. Que dans les établissements, ce soit beaucoup plus facile d'être entendu quand on est vice-président en recherche ou quand on est vice-président en formation, ça, j'en suis convaincu pour l'avoir vécu. Alors, mon expérience, elle est d'un établissement, certes, mais je sais que le VP formation, bon, voilà, est moins entendu que le VP recherche. Quand le VP recherche dit, j'ai besoin de... Là, il y a une opération sur une plateforme pour ajouter 300 000 €, c'est urgent, il les a pas dans la journée, je ne vais pas caricaturer, mais bon... quand même pas loin. Si le vice-président en formation dit là j'ai besoin d'un truc à 30 000 €, il est plus difficilement écouté. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Là, mais la révolution, je pense qu'elle se fait quand même. Hein. Par rapport à il y a 4 ans, c'est sûr, elle se fait. Merci. Merci.